C'est drôlement fin. Ah bah c'est tout simplement un grand film, ce qu'on appelle un chef-d'œuvre inconnu. Et c'est regrettable. Enfin, il y a plein de choses qui expliquent le fait que le film aujourd'hui ne soit pas connu des cinéphiles. Enfin, on pourrait dire que le grand public le connaisse pas, c'est une chose, mais là, les cinéphiles ne le connaissent pas. Il est dans aucune histoire du cinéma sur la nouvelle vague, alors que c'est clairement un film qui peut rentrer dans la nouvelle vague pour de nombreuses raisons, et qui, en même temps, contrairement à beaucoup de films de la nouvelle vague, est un film féministe, réalisé par une femme. Alors, il y a une femme à l'époque qui fait des films un peu à côté de la nouvelle vague, c'est Agnès Varda. Mais on ne connaissait pas Paula Del Sol, alors que donc son premier long métrage qu'elle a produit elle-même, qu'elle a écrit et qu'elle a réalisé, donc La Dérive, qui s'appelait dans sa première sortie Une fille à la dérive, et voilà un film extrêmement moderne, féministe avant l'heure, qui raconte, alors c'est aussi les raisons des problèmes qu'il y a pu y avoir liés à la censure, l'histoire d'une jeune femme. Enfin, c'est un peu comme une grande sœur d'Antoine Doinel, en quelque sorte, des 400 coups, qui essaye d'échapper à un destin, celui d'une femme qui devrait se marier, et qui vit des amours libres, qui a une sexualité libre, parce qu'elle est stérile. Ça, c'est un élément qui posera beaucoup de problèmes auprès de la censure, et c'est dit de manière assez explicite 2 fois dans le film. Et donc cette stérilité lui permet de changer d'amant comme elle le souhaite tout au long du film, dans une sorte de chronique road movie où on va. Alors ça aussi, c'est assez extraordinaire pour l'époque. C'est un film qui est quasiment qu'en extérieur et tournée dans le sud-est, du côté de Montpellier, en Camargue, sur les plages de Camargue, parce que donc de Paris, elle retourne chez elle, et elle va rencontrer sur son chemin des obstacles, des hommes, voilà. Donc il y a beaucoup d'extérieur naturel. D'ailleurs, le film se termine sur la plage dans un plan qui ressemble à s'y méprendre à la course d'Antoine Doinel sur la plage à la fin des 400 coups. Donc il y a vraiment quelque chose qui est très nouvelle vague, et elle le reconnaissait pas de manière extrêmement consciente, mais elle était proche de François Truffaut. Donc on peut imaginer qu'il y avait une sorte de compagnonnage, d'admiration aussi pour le cinéma de la nouvelle vague. Alors Les 400 coups, ça a été effectivement tourné avant, donc c'est sorti en 59, près de la mise en scène à Cannes en 59. Et donc elle entame une correspondance amicale avec François Truffaut, qu'elle a rencontré dans le Sud-Est parce qu'elle a été script, même si elle n'est pas créditée au générique, des Mistons, sur lequel son époux Jean Malige était chef opérateur. Et donc à partir de là, ils ont commencé à avoir Truffaut a une importante correspondance avec beaucoup de créateurs, et on trouve donc cette correspondance dans le fond de la Cinémathèque française. Elle lui demande plein de conseils, elle a envie de passer à la réalisation, elle avait fait des courts-métrages avec son mari, et donc elle se lance dans ce premier long-métrage, mais elle va avoir toutes les peines du monde, elle, à le faire. Donc elle tourne en 2 parties, d'abord en 60, puis en 61, mais le film sort en 64, donc on voit bien que il y a beaucoup de temps entre le moment où elle le réalise, elle le monte, et le moment où il aura une sortie publique. Il y a des problèmes de distribution, parce que justement au début il y avait des producteurs un peu pignon sur rue qui étaient intéressés, mais quand ils voient le film ils sont plutôt frileux, et finalement c'est un tout petit distributeur franco-russe qui va le sortir, mais il change le titre de La Dérive en Une fille à la dérive, histoire de laisser entendre que le film serait un peu licencieux, un peu osé. D'ailleurs, ils disent des scènes osées comme on les a pas vues au cinéma, alors que le film est extrêmement chaste, c'est pas du tout l'objectif de Paula Del Sol. Mais il sort dans peu de salles. Alors, il n'est pas sorti que dans des salles de Pigalle, comme on a pu le dire à un moment donné, mais il est interdit aux moins de 18 ans, et évidemment, ça va restreindre largement le public du film. Et en plus, voilà, c'est ça plus ça plus ça plus ça. Il sort en août, à un moment où il n'y a pas grand-chose qui sort sur les salles. Il marche pas si mal que ça en début. Il fera 100 000 entrées. Alors à l'époque c'est pas grand-chose, mais c'est pas non plus rien. Et d'ailleurs, il a plutôt une très bonne presse. Il y a même des photos qui montrent des files de spectateurs. Il est plutôt très bien reçu, mais voilà, rapidement, le film est retiré des affiches et puis oublié. Et on en est resté là pendant plusieurs décennies. Comment a été choisi les photogrammes ? Pour restituer la mise en scène, là on voit bien le montage d'Agnès Guillemot, c'est-à-dire l'alternance entre les plans de générique et les plans entre les personnages, montrer l'aspect documentaire. Ça c'est complètement des gens qui ont été pris sur le vif.
et qui restitue bien la société du début des années 60, les jeunes, les vieux. Et ça, c'est les cartes postales qui sont à la fin du générique. Alors elle vient d'un milieu bourgeois. Elle est la fille d'un homme qui a, avec ses frères d'ailleurs, construit une fortune en Indochine à l'époque. Et quand il revient, donc elle a grandi, elle est née en France, mais elle a grandi en Indochine. Et quand elle revient en France, elle se marie une première fois avec un architecte. Donc, elle a une vie un peu comme ça, enfin, de femme entretenue, mais toujours avec plein d'idées, plein d'envie de faire les choses. D'ailleurs, elle passe par l'université. Enfin, c'était rare quand même pour les femmes de l'époque. Et puis donc, elle se sépare de son premier mari et elle a une fille. Elle doit se débrouiller. Et donc, elle ouvre un salon d'esthéticienne à Montpellier. Où elle va rencontrer beaucoup de très jeunes femmes, ce qu'elle appelle des petites starlettes de Méditerranée, qui lui racontent leurs amours, leurs envies. Et c'est pas du tout ce qu'on voit dans le cinéma de l'époque. C'est voilà, des désirs d'émancipation, des envies de sexualité libre, de pas avoir qu'un seul partenaire, et d'imaginer que l'homme rencontré la veille sera un grand amour. Un des maîtres mots du film, qui est plus du tout actuel aujourd'hui, dont elle parle beaucoup, c'est la sentimentalité. Toutes ces jeunes femmes étaient vraiment éprises de sentimentalité, se raccrocher au premier venu en pensant qu'elles pourraient s'extraire d'un milieu où leur destin était complètement déjà écrit. Des femmes qui généralement étaient d'extraction assez modeste, et qui espérait mieux alors vers l'émancipation, mais toujours raccroché aux hommes. Et c'est un peu le destin de son personnage de Jackie, qui n'est pas autobiographique, mais qui est une sorte de condensé un peu de toutes ces jeunes filles, jeunes femmes qu'elle a rencontrées dans son salon d'esthéticienne. Les midinettes, les starlettes, tout à fait. Oui, c'est ça. Et elle n'avait pas ce destin-là, mais elle a eu envie de les montrer. Et en même temps, il y avait aussi l'idée elle est très avant-gardiste, de se rendre compte qu'il y avait une émancipation qui était en marche, mais qui était pour l'instant encore à l'état d'échec, dans la mesure où il y avait pas encore la pilule, l'avortement était interdit. Donc les femmes n'avaient pas encore le contrôle de leur sexualité. Donc elles étaient rapidement ravalées à leur rôle de future épouse, mère, qui doivent assumer ces destins-là, même si elles avaient au début rêvé d'autre chose. Regardez sur Internet, il y a rien sur le film. C'est extrêmement rare, il est très beau, vous avez très beau ce photogramme de Paulette Dubost. Donc voilà, non, l'idée du livre est vraiment venue de la restauration, pour accompagner la restauration du film et sa sortie bientôt, sa ressortie bientôt en salle. Alors d'abord, il y a le trajet jusqu'à Palavas, où elle va passer par un camionneur qui va essayer de l'agresser sexuellement. Elle va passer par la feria, où elle va passer la nuit avec un interne qui se présente comme Jack l'Éventreur. C'est très intéressant de voir comment les hommes sont en rapport d'ogre, en quelque sorte, envers les femmes. Et puis elle retourne à Palavas-les-Flots, auprès de sa mère, qui est un très beau personnage interprété par Paulette Dubost, qui est la star du film, on va dire, qui l'accueille à bras ouverts en lui disant chez moi ton couvert sera toujours mis. Donc c'est très beau, hein, cette idée que c'est quoi la filiation, c'est quoi accepter un enfant, même dans ce qui pourrait être réprobateur par rapport à sa propre morale, même si Palavas, c'est comme un petit village à l'époque, les commères la regardent et on rigole, hein, la Parisienne qui revient, regardez comme elle est fardée, et donc là elle retrouve une sorte de son beau d'avant, un jeune pêcheur pas ambitieux. Et c'est intéressant parce qu'il y a tout un discours autour de la guerre d'Algérie aussi, parce qu'on comprend qu'il a fait son service en Algérie, qu'il a vu des morts, que c'est quelque chose qui l'a beaucoup choqué, et que depuis, il n'aspire plus qu'à être tranquille sur son petit coin d'étang, à pêcher, à ramasser des vers. D'ailleurs, elle lui reproche à un moment donné de pas être plus ambitieux.
Et lui dit, mais t'en as vu toi des morts? T'en as touché des morts? C'est intéressant parce qu'elle frôle toujours ce qu'on peut dire à l'époque, le rapport à la censure. C'est un peu d'ailleurs comme dans Cléo de 5 à 7 de Varda, hein, quand Cléo discute avec ce jeune appelé qui va partir en Algérie. Donc il y a vraiment un rapport très fort avec la génération, l'époque, et ce qu'on peut ou ne pas dire. C'est l'année 64 alors c'est peu connu aussi, hein, mais Épave Cherbourg va avoir le prix Jean Vigo et La Dérive fait partie des films qui vont être dans la sélection finale et obtiendra d'ailleurs 2 à 3 voix. Alors les journalistes sont pas sûrs et puis le prix Jean Vigo n'a pas gardé de statistiques malheureusement de leurs archives, mais là, cette année-là, Le Mépris en obtiendra lui aussi 2. Donc c'est un peu comme s'il avait été reconnu d'un point de vue moderne à l'égal d'un film de Godard. Alors, enfin, pour l'époque, c'était évidemment quelque chose de très beau. Pour moi aujourd'hui, c'est de toute façon évident que le film est de même stature du point de vue de sa modernité, de ce qu'il apporte au cinéma et aussi du regard que l'on permet d'avoir sur les femmes par une femme. Même si comme beaucoup de réalisatrices de l'époque, Agnès Varda en tête, c'est une question qui l'agaçait beaucoup. Elle disait, mais d'autres aussi, Yannick Bellon, Nadine Trintignant, enfin toutes ces réalisatrices des années, qui éclos dans les années 50, 60 et début des années 70, mon film aurait pu être fait par un homme, c'est pas du tout une question, la question du genre, pour elle, en tout cas, ne se pose pas. Mais structurellement, enfin voilà, il y a très peu de réalisatrices encore à l'époque. Les Cahiers du cinéma en 1962, donc quand elle est en train de faire son film, identifie 3 femmes réalisatrices, dont 2 de fiction, Agnès Varda, Paula Del Sol, et une de documentaire. Donc on est vraiment encore sur quelque chose de très 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 restreint. Et le tournage a duré combien de temps? Il a duré en tout, je dirais, 1 mois et demi, coupé en 2. Là c'est intéressant parce que derrière il y a la camionnette du studio éditorial du Languedoc, donc ils se font une petite pub au passage. Elle a quelque chose de très, voilà, actrice des années 60, hein, il y a un côté un peu Michel Mercier, quasi Bardot, vraiment très 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 photogénique. Là aussi, très belle. Alors il y a des archives, c'est ça qui est passionnant. Il y a toute la correspondance avec François Truffaut, il y a aussi les entretiens qu'elle a pu avoir avec, dans la presse bien sûr, mais avec Bernard Bastide, qui est l'un des historiens qui a le plus mis en valeur le travail de Paula Del Sol et de Jean Malige, donc son second époux qui a été opérateur sur le film. Donc dans la genèse du film, ce qui a permis le lancement de la mise en production du scénario, c'est qu'elle a hérité de son père. Et donc son père était assez fortuné, assez en tout cas pour lui permettre aussi, avant le tournage de son premier long métrage, de créer une structure complètement inédite de production à Montpellier. C'est le studio auditorium du Languedoc qui accueillait des tournages parisiens, notamment en région, mais pas seulement. C'est là comme ça que Truffaut a pu tourner les Mistons dans cette région. Il y avait une salle de projection, il y avait un studio son, il y avait aussi de la location de matériel. Donc ils avaient la structure et qui pouvaient avoir les reins d'accompagner d'un point de vue technique, en tout cas le tournage. Mais elle avait aussi besoin d'argent pour lancer la mise en scène du film. Donc ça, l'héritage de son père va lui permettre de le faire. Après, c'est un tournage professionnel, mais évidemment, c'est un film d'auteur avec une petite équipe, des bénévoles, mais aussi des gens rémunérés. D'ailleurs, quand on regarde le casting, à part celle qui s'appelle Linda, dans le film, au générique, elle s'appelle Jacqueline Vandal, mais son vrai nom était Linda Bastide, et elle souhaite être connue sous ce nom-là. Donc, Linda Bastide, le personnage de Jackie, était une non-professionnelle. Enfin, elle avait tourné quelques petites choses, mais initialement, c'était une institutrice qui est devenue modèle. Elle fera encore quelques films après, mais ensuite, elle s'est consacrée à une autre carrière qui est celle de poétesse, avec beaucoup de succès. Mais tout le reste autour, quasiment, il y a des non-professionnels pour des rôles très secondaires, mais sinon, ce sont des acteurs professionnels. André Nader, qui joue son soupirant à Palavas, c'est son premier rôle au cinéma, mais il avait une grande carrière de théâtre, puis après, il aura une grande carrière au cinéma, Paulette Dubost, évidemment. C'est pareil pour Lucien Barjon, pour le frère de Laurent Terzieff, Marc Terzieff, qui joue dans le film. Donc c'est assez professionnel, mais avec des petits moyens.
beaucoup en extérieur, et sur la mise en scène, et ça c'est important de le dire, parce que à l'époque il y avait même des critiques qui écrivaient que c'était Jean Malige, qui était connu comme opérateur, donc son mari, qui avait signé la mise en scène. C'est complètement faux, elle le dira d'ailleurs plusieurs fois en entretien. C'est elle qui est à la mise en scène, qui choisit les plans, évidemment en concertation avec son cadreur, mais par exemple la scène de fin qui est très belle, enfin, vraiment c'est un très grand plan de cinéma, donc avec ce travelling qui suit la course de l'héroïne sur la plage à la recherche de cet amant avec qui elle espère pouvoir construire une histoire d'amour. Jean Malige ne voulait pas filmer la scène telle qu'elle l'entendait, parce qu'elle voulait d'abord avoir un plan très éloigné du haut des dunes, où on percevait Jacqueline comme un petit point, et le personnage de Marc, lui également comme un petit point, et ils commençaient à courir l'un vers l'autre. Et Jean Malige lui disait, ça va être moche, on verra rien. Et elle a tenu bon, en lui disant, mais si, ce sera très beau, c'est ce que je veux. Et c'est ce qu'elle a eu, et évidemment, comme elle le dit elle-même, à la projection, c'est magnifique. Donc c'est une mise en scène 100% Paula del Sol. Il disait d'ailleurs, moi, mon père m'a élevé comme un garçon. Donc il y avait cette idée que, élevé comme un garçon, on se donnait les moyens de réussir comme un garçon. Il y a un peu ce qu'on peut les comprendre, mais voilà, ce qui a pu être problématique aussi pour d'autres femmes qui sont restées au stade de la collaboratrice, qui n'ont pas réussi à passer à la réalisation. Mais après, ce qui lui a posé plus problème à elle, c'est au moment où le film était terminé. Elle n'a pas eu de problème à le faire. Mais par contre, elle a eu des problèmes après coup. Et elle dira, ça c'est difficile à vérifier, parce qu'après, il y a le temps passant, quand on l'interrogeait, comme beaucoup de gens, il y a des choses qui sont un peu mélangées. Mais donc elle disait que la censure, que le CNC lui avait demandé de faire des coupes, notamment sur la question de la stérilité du personnage principal, de telle manière à ce qu'il ne soit pas interdit aux moins de 18 ans et à ne pas donner une mauvaise image de la jeunesse et des jeunes femmes pour le reste de la jeunesse française. Et ça, c'est extrêmement audacieux si c'est vrai, elle a refusé en disant que ça dénaturerait son film. Ça ne serait pas le même film si le personnage, avait peur de tomber enceinte à chaque fois que elle avait un nouvel amant. Ce qui n'est donc pas la problématique du film, on ne parle pas de ce personnage-là. Donc elle a tenu tête à la critique, et voilà. Et donc beaucoup de difficultés sont nées de ça. Mais c'est quelque chose qui lui tenait extrêmement à cœur, d'ailleurs à tel point que elle n'a pas fait beaucoup de longs métrages, mais dans ses autres films, notamment dans Ben et Bénédicte, qui est un film clairement féministe de 1977, le personnage de Ben, qui est interprété par Françoise Lebrun, a une petite fille, est abandonnée par son mari Daniel Duval, et lorsqu'elle se retrouve enceinte, n'arrive pas à assumer cette deuxième naissance, et comme elle est infirmière, elle exerce sur elle-même un avortement clandestin. Donc cette question de l'avortement, on voit bien que dans son cinéma, c'était très important. Donc quelque part, c'est presque contradictoire l'idée de dire non mais c'est pas parce que je suis une femme que je fais des films, alors que clairement son sujet, comme d'autres réalisatrices de l'époque, était de parler des femmes. Qu'est-ce que ça représentait d'être une femme dans la France du début des années 60, puis dans les années 70. Oui, c'est tous les problèmes de distribution. La production, ça a été compliqué, mais c'était un moment plutôt joyeux, extrêmement créatif. Le montage a été un moment aussi extrêmement intéressant pour elle. Elle a pas monté si longtemps que ça, parce qu'en fait, la monteuse qui était Agnès Guillemot, donc monteuse de Godard, de tous ses films, une partie de ses films des années 60, mais aussi de Truffaut par la suite, donc conseillée par Truffaut, est arrivée à Montpellier pour tourner au fur et à mesure du tournage aussi, pour monter, avec Paula del Sol, au fur et à mesure, elles se sont extrêmement bien entendues. Et d'ailleurs, quand on voit le film, c'est évident de voir qu'il y a une patte aussi du point de vue du montage, qui est très nouvelle vague. Il y a quelque chose de haché, quelque chose de poétique, notamment dans le générique, l'alternance entre les plans du générique avec les plans des musicaux, avec les plans qui présentent les deux protagonistes, Linda Bastide et Pierre Barou. Donc la période du montage a été aussi extrêmement créatrice, mais évidemment, à partir du moment où le film est fini, tout ralentit.
Et ça, ça a été une période très douloureuse pour elle, parce qu'il a fallu convaincre, avoir des espoirs. Souvent, Henri Deutschmeister a été intéressé parce que sa femme aimait beaucoup le film, puis finalement, il s'est pas engagé parce qu'il a eu certainement peur. Donc voilà, il y a eu plein d'allées, d'espoirs déçus, etc. Et puis finalement, cette censure qui tout d'un coup lui a empêché d'avoir un public plus large. Et quand le film sort, bah voilà, cette sortie sabotée au mois d'août, c'est évidemment beaucoup de circonstances qui font que le film ne pouvait pas marcher. Et là, oui, c'est intéressant parce que c'est quand elle reçoit son amie, qui est interprétée par Anne-Marie Coffinet, qui était une speakerine très très populaire à l'époque, qui a une gouaille assez joyeuse dans le film. C'est à elle qu'elle va dire d'ailleurs qu'elle est. Parce qu'elle lui demande pourquoi tu peux pas avoir de gosse, toi. Elle lui répond mais tu sais, j'ai eu une opération quand j'étais avec Pierre et depuis. Et c'est dit comme ça de manière extrêmement rapide, mais c'était déjà trop pour la censure de l'époque. Non, mais en fait, c'est le grand problème de ces films oubliés, c'est-à-dire qu'ils ont été mal distribués, et ensuite ils ont été oubliés. Et en fait, aujourd'hui, un film de patrimoine ne peut exister que s'il y a des copies, que si le film peut être montrable. Et depuis qu'on est passé au numérique, ben les salles de cinéma projettent des DCP, des formats numériques. Et le film n'était que en copie 35 dans quelques cinémathèques, donc il restait sous le manteau en quelque sorte. Donc il fallait que le film soit restauré, ce qui vient d'être le cas par la Cinémathèque française en concertation avec le CNC, pour que, de nouveau, il puisse très bientôt être visible par le public et connaître certainement... Elle le disait d'ailleurs, Paula Del Sol, c'est un film qui sera redécouvert. Et je pense que vraiment là, on est à un moment où déjà les conditions matérielles vont permettre de voir le film, de le distribuer de manière satisfaisante, ce qui va être projeté à la Cinémathèque fin mai, dans une rétrospective sur les réalisatrices des années 60 et 70, en ouverture en plus, donc dans cette copie restaurée. Et ensuite, comme il a été pris en distribution par les Acacias, ça c'est très important, il va pouvoir être distribué dans un réseau de salles d'arrêt-essai, toutes les salles du quartier latin. Voilà, là il pourra avoir une nouvelle vie. Alors, j'ai une question. Est-ce que c'est pas un travail d'archéologue? Le mien? Ah bah moi j'aime beaucoup la comparaison avec Indiana Jones. Non mais c'est vrai, il y a cette idée de complètement. Non mais c'est complètement. Non, mais... C'est une pépite. Tout d'un coup, je suis tombée sur une pépite. Oh, mais quel bonheur d'un coup de découvrir ce film. Et puis quelque part, enfin c'est pas bien de dire ça, mais d'un coup quand j'ai commencé à regarder autour, personne n'a jamais travaillé sur ce film. Donc pour moi le terrain, enfin à part un peu les critiques, Bernard Bastide aussi, mais tout ça était resté à un niveau extrêmement confidentiel. Et quelle satisfaction, quel plaisir, quel bonheur pour un chercheur, une chercheuse en l'occurrence, de travailler sur un tel objet. C'est un grand film qui n'attendait que d'être redécouvert.